Je voudrais qu'on parle un petit peu encore de vos parents, de vos grands-parents, parce que à Chamalières, il y a toujours la maison natale, en tout cas une maison dans laquelle vous avez usé vos fonds de culotte, comme l'on dit, gamin. Ce magnifique chalet qui est juste à côté de l'hôtel Le Flore. Oui. Eh c'était le Richelieu quand j'étais enfant. Voilà, c'était la maison de votre grand-père. Alors, mes grands-parents étaient divorcés. Donc ma grand-mère a épousé en seconde noces un ouvrier de chez Chartoir. Et elle habitait près de la gare. Et mon grand-père a épousé une femme qui était propriétaire de cette maison à Roya. Donc ces 2 années où j'ai vécu à Clermont-Ferrand chez mes grands-parents, je vivais chez ma grand-mère près de la gare. Et tous les jeudis, mon grand-père venait me chercher, et également les week-ends, et je passais du temps dans cette maison à Roya. Donc j'étais partagé entre 2 cultures, une culture très bourgeoise à Roya et une culture très ouvrière. Qu'est-ce que ce paradoxe vous a appris pour la suite de votre vie? D'ailleurs, à travers la question même que je vous pose aujourd'hui, qu'est-ce qui vous traverse immédiatement l'esprit vis-à-vis de ce paradoxe? J'ai appris qu'il y avait des gens pauvres et j'ai appris qu'il y avait des gens riches. Et j'ai appris que le monde se partageait... que le monde se partageait entre les deux. Mais quand on est enfant, ça doit être difficile de voir, parce que vous aviez le même amour pour vos 2 grands-parents, et quelque part, vous deviez ressentir une forme d'injustice. Je ne le ressentais pas tout à fait comme ça, parce que je n'ai absolument manqué de rien, ni chez ma grand-mère, ni chez mon grand-père. Et j'ai des souvenirs merveilleux des 2 grands-pères, parce que c'était vraiment mes grands-pères, même si c'était un mari... qui n'était pas mon vrai grand-père. Mon grand-père Sylvain, qui était ouvrier, revenait de l'usine, prenait une douche, se mettait en costume et lisait un livre, tous les jours. Et lorsque je lui disais « Mais Sylvain, pourquoi te mets-tu en costume ?» il me disait « Par respect pour l'auteur. » Ça, c'était mon grand-père Sylvain. Mon grand-père Joseph, qui était taxi Place de Jaude, beaucoup plus tard, lorsque je sortais du lycée, je montais à pied de Blaise Pascal jusqu'à Gibert. J'achetais un livre d'occasion tous les jours. Et je regardais à quel endroit se trouvait mon grand-père dans la file d'attente des taxis. Donc s'il était dans les 2 premiers, je l'embrassais, je prenais le bus. Mais s'il était dans les derniers, je lui disais « Tu me ramènes à la maison ?» Et il me ramenait d'un coup de voiture chez mes parents. Et systématiquement, il me donnait 10 francs et il me disait « Pour tes livres ». Et ces 2 grands-pères ont contribué à l'écrivain que je suis devenu en quelque sorte. Vous êtes devenu écrivain et vous avez aussi lancé le magazine des livres bimestriel. Vous avez écrit un certain nombre de romans, bien sûr. Vous assurez aussi l'éditorial, comme l'on dit dans le journalisme, sur des blogs d'information littéraire. Pourquoi avoir cette envie d'un côté d'écrire et de l'autre de faire vivre la littérature? Parce que quand on connaît un petit peu les auteurs, on sait qu'ils vivent souvent reclus les uns les autres. C'est très difficile de les joindre. C'est très difficile de les inviter parce qu'ils ont besoin d'une grande solitude. Vous, au contraire, vous avez besoin d'exposer la littérature. Là encore, paradoxe. Parce que j'essaye d'être un passeur. C'est-à-dire j'essaye de faire partager la passion que j'ai à la fois pour l'écriture, mais aussi pour les écrivains. Je me suis très longtemps posé une question parce que j'ai toujours l'impression d'une imposture. Qui serait l'imposteur? Ça serait moi l'imposteur. C'est-à-dire que quand quelqu'un lit un de mes livres et me dit « Oh, c'est bien, j'ai beaucoup aimé, c'est génial », je n'arrive pas à me dire Ah oui, c'est vrai, c'est génial », parce que je suis toujours dans la recherche de la perfection, etc. Et je me suis toujours posé une question que je me pose encore, pourquoi écrit-on? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on bascule dans l'écriture? Moi, à l'âge de 45 ans, j'ai tout abandonné pour ne faire qu'écrire. Et me posant cette question, je me suis dit, je vais la poser à des écrivains. Et j'ai fait comme ça, je dois avoir fait 300 interviews d'écrivains, j'en ai publié certaines en livre, où j'ai passé beaucoup de temps avec des écrivains et certains sont devenus des amis. Alors poser cette question, c'est pourquoi écrivez-vous? Quelle a été la première ligne que vous avez écrite? Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment à larguer les amarres pour choisir une activité qui n'est pas un métier,
une activité où on n'est pas sûr de passer la fin de mois, où on n'est pas sûr d'avoir du succès. Et si on a du succès, on n'est pas sûr que cela durera. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se retire du monde, on s'isole pour mettre ses tripes sur la table. Je parle des vrais écrivains, des écrivains qui écrivent pour de bonnes raisons. Je ne parle pas des people qui font écrire leurs livres. Remarquez, ils ont raison de faire écrire leurs livres. On va y venir. Une de mes activités, c'est d'écrire leurs livres. Mais voilà, c'est cette question qui me renvoie aussi à ce grand-père qui se mettait en costume par respect pour les écrivains. Et je me demande jusqu'à quel point, et là je vais très loin dans ce que je suis en train de vous dire, je me demande jusqu'à quel point je n'ai pas été poussé, je ne me suis pas poussé vers ce métier d'écrire parce que j'étais en recherche de respect. C'est ça, BGC Privé, ce sont aussi des confidences, tout simplement.